Chasser à l'arc, c'est s'engager dans une pratique exigeante, un challenge personnel. On découvre les vertus de la patience et de l'humilité. Chaque échec nous rapproche un peu plus du gibier convoité. En marchant sur la berge, j'aperçois une coulée empruntée par les sangliers. Je décide de suivre leurs traces. Je sens que je me rapproche, je persévère. Des indices de leur présence me confirment que je suis sur la bonne voie. Un mouvement m'interpelle, c'est un sanglier au bord de la rivière. Je décide de l'approcher en le contournant à bon vent, de façon à me retrouver au-dessus de lui. J'aurai alors une position de tir très favorable. Le souffle court, je me rapproche en silence, furtivement. Je sais que chaque geste compte, et tous mes sens sont en alerte. J'arme mon arc discrètement. Je prends ma visée. Ma position de tir est instinctive. Je me concentre sur l'animal. L'adrénaline monte. Tout se passe en un instant. C'est tout cela, le sixième sens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live dédié à la chasse à l'arc. Je suis Florent, chef de produit pour la chasse à l'approche et la chasse à l'arc chez Solognac. Et je suis avec Valentin. Alors moi, je suis responsable du merchandising chez Solognac et chasseur depuis 20 ans cette année et 7 ans de chasse à l'arc. Donc on va parler un peu avec Florent de cette belle passion. Ah oui, alors 7 ans de passion, c'est plus un hasard, c'est plus une coïncidence. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te plaît autant dans la chasse à l'arc? Alors ce qui me plaît, évidemment, c'est l'outil. C'est quelque chose d'un peu singulier par rapport à ce que je pouvais connaître au départ. Donc j'ai été attiré plutôt par curiosité un peu sur cette discipline. Et puis, ce qui me plaît dans la chasse à l'arc, c'est évidemment tout le côté proximité. On est très proche de la nature, très proche des animaux, puisqu'on tire très près. Et donc, c'est un environnement très différent de ce que je connaissais. Et j'ai redécouvert, moi, un peu la chasse en pratiquant la chasse à l'arc. Donc, je m'y plais et je m'y complais. D'accord. Tu as dit très près des animaux. C'est quoi la distance de tir moyenne? À quelle distance tu peux avoir les animaux Alors, la distance, on va dire toujours plus près. On a évidemment des anecdotes avec des animaux qu'on pourrait toucher. La distance optimum en général dans le tir, on va dire c'est 12, 16, 18 mètres. C'est vraiment les distances en tout cas autour desquelles on a les meilleures occasions et les meilleurs résultats. D'accord. Alors, c'est radicalement de l'arme à feu, mais qu'est-ce qui est vraiment différent? Alors, ce qui est différent, c'est l'outil. En premier, en tout cas, on a dans les mains quelque chose qui est silencieux, qui est simple, qui ne fait pas de bruit, avec lequel on peut s'entraîner comme on veut, presque partout où on veut. Ça diffère déjà de l'arme à feu. Deuxième sujet, en fait, moi j'ai l'habitude de dire que la chasse à l'arc commence là où l'arme à feu s'arrête. C'est-à-dire que quand on tire un chevreuil à 100 mètres à la carabine, ce que je faisais avant, mais maintenant, c'est à ce moment-là où c'est à 100 mètres où je commence à déterminer ma stratégie d'approche. Et donc, la chasse commence pour moi à ces fameux 100 mètres-là, où tout s'arrêtait avant. Donc, ça, c'est juste pour moi sensationnel. Et c'est ce qui m'a fait redécouvrir la chasse, vraiment là où je commençais à m'essouffler, personnellement, en tout cas, de pouvoir tirer des animaux à distance. Alors, tu parles de stratégie. Quelle stratégie tu dois mettre en place pour la chasse à l'arc, pour conquérir ces 80 derniers mètres qui vont te permettre d'être à 20 mètres, par exemple, d'un animal sauvage par rapport à l'arme à feu? Alors très modestement, puisque la stratégie, elle échoue souvent, Ouais. mais la première des choses, c'est évidemment de prendre le contexte, l'environnement en compte, le vent, Ouais. le biotope évidemment, et puis tous les reliefs, les opportunités qu'on peut se créer. Ça peut être le soleil dans le dos qui vient créer finalement un jeu d'ombre qui nous permet d'avancer masqué. Oui, parce que l'animal serait ébloui en regardant ta direction, Exactement. avec le soleil qui serait vraiment juste au-dessus de On toi. se réfère aux D'accord. mêmes caractéristiques que nous, on peut Ouais. à avoir dans un environnement et ça marche bien, enfin, ça marche, c'est souvent efficace et puis Ouais. il y a une vraie notion d'anticipation, c'est-à-dire que souvent l'animal se déplace Oui. et donc si on va au point de départ, on est trop tard, on est Ouais. derrière. On est toujours en retard. D'accord. Exactement. Donc l'idée c'est d'anticiper et c'est là tout le charme de cette chasse-là et l'intérêt d'y être très souvent, très fréquemment pour connaître le biotope, connaître l'environnement, connaître les habitudes des animaux Ouais. et là on a des bons résultats. Ouais, tout à fait. Alors, en termes de démarche, par rapport à une chasse à la carabine où on a
plus de distance et donc quasiment on peut se déplacer debout ou peut-être légèrement recroquevillé. Est-ce qu'en chasse à l'arc, tu dois parfois, je sais pas, être au sol, ramper ou... Alors, on va se rapprocher un peu plus d'une démarche féline. Souvent, on Ouais, va tasser le corps ouais, ouais, pour utiliser le peu de relief qu'on a pour avancer. Alors, des fois, d'accord, on a une haie, un fossé, on va s'en servir, on va pouvoir progresser très rapidement. ouais, Et à l'inverse, quand la végétation est racée et que l'animal convoité est en plein milieu de cette végétation, il faut user de toute la finesse, délicatesse. mhm, Chaque détail va compter, ça c'est important à l'arc, chaque ouais, détail compte, le ouais, silence, ouais. le geste, parce qu'on enlève un moustique, peut être déjà perceptible par l'animal et être fatal à notre approche. Donc oui, la démarche est tout autre et l'équipement joue beaucoup aussi Ouais, tu dois faire très dans cette attention au approche. silence de tes vêtements, par exemple, que tu C'est utilises, tes capital. chaussures. Ah ouais, Alors c'est ouais, capital et même moi je le perçois plus l'hiver que l'été. Pourquoi? Parce que l'été il y a toujours des bruits environnants, les oiseaux, les feuilles, ça fait du bruit, mhm, un bruit de fond. L'hiver, quand il n'y a pas de vent et pas de vie, mhm, le moindre détail de matériaux, de membrane qui va crisser un peu, ouais, c'est fatal. L'animal est sur les gardes ouais. et on est détecté, c'est trop tard. Ouais, puis j'imagine que l'hiver, ou en tout cas l'automne, tu as les feuilles mortes qui sont au sol. Ça fait un peu comme des chips en marchant dessus. On le voit bien quand on va chercher les champignons, ça fait du bruit. Donc là, à l'approche, ça, c'est pas du tout possible. On a les deux éléments effectivement. L'été c'est très sec, les picots de pin sont très bruyants Ouais, ou les feuilles mortes qui restent quand même. Et l'hiver effectivement c'est les tapis de feuilles avec et il faut plus adapter sa chasse, donc on va peut-être plus chasser à l'affût ouais, l'hiver ouais, et très bien. puis à l'approche parce qu'il y a plus de végétation, plus de capacité d'être proche de l'animal l'été. D'accord. Donc quasiment avec la même arme, l'arc, tu peux avoir deux types de chasses différentes suivant la saisonnalité. Le même arme, le même équipement global, Ouais, c'est juste ouais, la démarche qui ouais. diffère. À l'affût, je crois qu'on peut aussi se poster dans les arbres. Tu peux nous Alors en dire un petit peu plus? à l'affût, évidemment, on a l'affût au sol, on va avoir une contrainte toute simple qui est le vent, l'odeur, Mhm. et donc on va diviser nos chances par deux si on se met au sol. Ouais, C'est-à-dire que si l'animal arrive du bon côté, tout se passe bien. ouais, S'il arrive à mauvais vent, globalement sur 180 degrés, on est tout de suite détecté. ouais. Inversement, quand on est dans les arbres, eh bien, on a déjà plus de hauteur de vue, donc on voit plus loin, on anticipe un peu plus la trajectoire de l'animal, et puis très rapidement derrière, on a cet effacement, en tout cas, de nos paramètres, mais surtout l'odeur. On n'est pas détecté, et donc on voit un animal parfois juste sous le Tristan, on se penche pour le regarder entre nos jambes, Hmm. qui nous a pas du tout détecté et qui sent quelque chose qui est monté peut-être à l'arme il y a 2 heures, mais c'est pas ce que c'est. Ça c'est génial. Ouais, C'est un émerveillement parce ouais, que ouais. c'est parfois un Tu vois animal de plus d'animaux chasse. comme ça? C'est parfois un animal de chasse. C'est très souvent un autre animal qui est pas convoité ou qui est Mhm. pas un gibier. Donc ça, ouais, c'est incroyable. Ouais, C'est ça fait très, partie un peu de la magie de la chasse, d'être dans la nature et de voir oui, tout un tas d'animaux et c'est ouais, la chasse pour moi. C'est pas effectivement que le prélèvement, c'est aussi ouais, toute cette biodiversité qu'on voit ouais, autour de nous. ouais, ouais, génial. Alors moi j'ai l'impression que la chasse à l'arc elle prend de plus en plus d'ampleur, surtout en France. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette tendance? Alors la tendance, elle est marquée parce qu'effectivement, on se retrouve, nous, dans les sociétés de chasse, dans les associations, de plus en plus nombreux, donc c'est vrai. Mhm. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'une part, l'entraînement est sympa. C'est aujourd'hui difficile de s'entraîner à la carabine à la maison. Aujourd'hui, c'est très accessible, très facile. Donc, et puis, quand on rentre du boulot, une journée assez stressante, on va tirer 3 flèches. Tout de suite, on va passer à autre chose. La journée est effacée en quelques flèches, donc ça Mhm. c'est hyper intéressant. Et puis il y a certainement une volonté, on le voit, de revenir à des choses plus essentielles. Mhm. Donc l'arc en fait partie, avec un contact avec les environnements, la nature qui est très fort, qui est très marqué. Aussi la chasse à l'arc, c'est pas que partir avec l'arc, c'est aller préparer son territoire, observer les animaux en amont. Et finalement, je pense qu'une certaine catégorie de chasseurs s'y retrouve dans cette chasse qui n'en est pas une, mais qui fait partie de l'ensemble. Donc Mhm. pour moi, ce sont tous ces éléments-là qui sont intéressants. Et puis, on est aussi accompagné, porté par un collectif autour de la chasse à l'arc. Le chasseur à l'arc aime assez bien accompagner d'autres chasseurs, lui montrer, peut-être pas ce qu'on retrouve dans toutes les autres formes de chasse parfois. Donc ça,
c'est attrayant et ça donne envie en tout cas à pas Mm. mal de personnes, toutes générations. Ouais, ouais. On a des anciens chasseurs très expérimentés avec une arme à feu qui s'y mettent, et puis on a des très jeunes, des femmes, pas mal de femmes aussi qui s'y mettent. Donc, Et je crois même c'est qu'ils plutôt. commencent la chasse directement par la chasse à l'arc. C'est ce qui les amène Ah, vers la chasse d'ailleurs. moi je connais plusieurs chasseurs qui n'ont jamais pris quasiment d'armes à feu à la chasse, Ouais, ouais, qui ouais. rentrent vraiment par ça parce que se sentent mais plus proches de leur envie avec, Mm. avec l'arc. Je crois que l'autre chose à noter, c'est aussi le développement des populations d'animaux sauvages dans les zones périurbaines. Et c'est vrai que la régulation d'animaux de grand gibier Mm. à l'arme à feu est beaucoup plus dérangeante, moins sécurisante également, autour de maisons, autour de quartiers. Et donc je crois que l'essor de la chasse à l'arc est aussi dû à ce besoin récurrent d'archers pour la régulation de grand gibier. C'est très vrai. Il y a les deux points de vue. Le point de vue chasseur où on se sent plus à l'aise avec un arc Ouais, proche des maisons parce ouais. qu'on sait qu'on est très exigeant sur le tir et que le risque est extrêmement limité, voire Mhm, nul mhm. en tout cas. Et puis perçu par effectivement les personnes qui vivent là, il y a une vraie acceptation, une curiosité et beaucoup d'intérêt en tout cas à échanger avec nous et puis ça se passe très bien en tout Mhm. cas. Ouais. C'est efficace La et ça se passe cohabitation très bien. est très bien. Ouais. Ouais. Bon, alors maintenant, tu nous as bien donné envie de chasser à l'arc. Comment je fais Super. si je veux m'y mettre? En termes Alors, de démarche déjà. le premier prérequis, c'est le permis de chasse, puisque D'accord? ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir chasser. Ouais. Et puis après, un deuxième élément, qui n'est pas un examen, mais plutôt une formation, c'est la JFO. La JFO, c'est une journée qui va tant nous apprendre les bons gestes de sécurité éthique, très importante, et puis la manipulation de l'outil, en tout cas des différents arcs aussi, puisque il y a plusieurs catégories, on en parlera Mhm. peut-être un peu après. D'accord. Donc c'est une journée de formation qui est obligatoire pour pouvoir chasser à l'arc suite à l'obtention du permis de chasser, c'est ça? Exactement, on nous D'accord. délivre même une petite attestation D'accord. en fin de JFO qu'on va conserver tout au long de Ok. notre pratique de chasse. Ok. Donc j'ai ces papiers en poche, je veux débuter, j'aimerais me rapprocher soit d'un organisme fédérateur, d'associations éventuellement pour être accompagné dans mon apprentissage. Vers qui je peux me tourner? Moi, c'est ce que je vous conseillerais, c'est d'abord de vous rapprocher d'un organisme, donc la Fédération française de chasse à l'arc, Ouais. qui est très ouverte à tout jeune public. Ouais. Ensuite, vous avez les associations départementales Mhm. qui, en général, ont des gros collectifs, pas mal de mobilisation, parfois des terrains d'entraînement, parfois des accès aux sociétés, ce qui permet directement l'accès à la pratique. Ouais. Et puis parfois des associations locales dans des communes dynamiques où vous serez accueillis à bras ouverts aussi Mm. pour venir commencer, en tout cas découvrir l'activité. D'accord. Alors, en plus, je crois que la vertu de se rapprocher d'associations départementales, ou de l'association en tout cas de son département, c'est d'être accompagné dans les réglages de l'arc, dans le choix de la bonne lame, du matériel. Ça donne pas mal de repères, ça permet de ne pas avancer seul, mais d'avancer avec des supports, des gens expérimentés qui vont nous aider, quoi. Exactement, Mm. comme dans toute discipline où il y a une expérience qui se crée, dès qu'on va être à contact de personnes expérimentées, on va gagner du temps. Et on va gagner du bon geste aussi. Mm. Souvent, on peut créer des mauvais gestes à la maison puisque on n'est pas coaché. Et tout cet environnement, en tout cas cette disposition de compétences, est extrêmement bénéfique dans le gain de temps et dans Mm. le gain d'expérience. Ok. Alors du coup, on parlait de matériel. De quoi j'ai besoin? Alors, moi, vu par moi, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de commencer avec un arc qui va permettre très rapidement d'être en capacité d'avoir de bons résultats sur cible. Ouais. Ces bons résultats, on va les avoir souvent avec un arc à poulie, le compound, puisque ça peut paraître complexe de premier abord, mais c'est extrêmement simple et extrêmement cadrant pour pouvoir vite avoir d'excellents groupements sur cible. Donc, Ouais. le matériel, pour moi, je vous dirais quelque chose, enfin, bon basique en arc à poulie. Peut-être après faire évoluer l'équipement, puisque l'accessoire qu'on va mettre dessus, c'est ce qui va aussi nous accompagner le plus dans la chasse, c'est le plus déterminant dans la précision, dans la régularité, dans ces fameux
le détail qui compte, c'est ça aussi. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure dans la phase d'approche, et tout l'équipement, il faut vraiment privilégier quelque chose de silencieux, de souple, qui nous amène ce côté plein d'aisance et de discrétion. Ouais, d'accord. Alors, tu parlais de la complexité éventuellement de l'arc à poulie qui pourrait faire peur, alors que effectivement c'est plutôt très simple. Du coup, qu'est-ce qu'on doit régler sur un arc à poulie? Alors l'arc à poulie, c'est un bel outil qui paraît effectivement complexe, et pour autant c'est très simple. La première des choses dans le réglage, c'est le réglage morphologique. Donc chacun est différent. C'est ce qu'on appelle la longe, c'est ça? C'est exactement, c'est la longe. Et donc on va venir se régler l'arc à sa morphologie. Ensuite, juste un petit détail pour régler la partie allonge, ça se fait sur 2 endroits, le module d'allonge, c'est ça, et la butée d'allonge. Voilà, donc il y a deux réglages finalement, mais c'est deux vis qui permettent de positionner un petit appendice sur la bonne mesure. C'est exactement ça, ça prend moins de 5 minutes avec la bonne clé. Donc c'est vraiment simple. Et c'est extrêmement rassurant puisqu'il y a les marqueurs. Enfin, en général, c'est bien conçu, bien construit, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, le deuxième facteur fondamental pour bien démarrer, c'est la puissance. La puissance, si on veut commencer avec un arc à 70 livres, qui a une capacité à 70 livres et bandé à 70 livres, ça serait extrêmement difficile puisque le geste ne permet, enfin, la qualité du geste ne permettra pas d'y arriver. Idéalement, c'est de baisser l'arc pour arriver à un armement de confort. La puissance de l'arc, diminuer la puissance de l'arc, tu veux dire? Diminuer la puissance de l'arc pour arriver à avoir un armement confortable qui va faire prendre les bonnes positions. Si demain on est dans la douleur, dans l'opposition avec son outil, tous les défauts sont amplifiés. Donc ça marche pas. D'accord. Donc on a réglé la morphologie, on règle la puissance de son arc pour avoir beaucoup de souplesse. Donc et puis à son niveau, vraiment la puissance de l'arc par rapport à son niveau. Qu'on fera progresser après. Oui, tout à fait, on peut toujours faire évoluer. Évidemment. Et puis ce qui est extrêmement important, mais simple aussi, c'est de venir régler la visette, la position de sa visette pour qu'elle tombe bien au niveau de l'œil. Donc la visette, c'est c'est l'œilleton qu'on a sur la corde qui va venir permettre un alignement entre l'œil et la visée. Le viseur, avoir une régularité de position. D'accord. Et donc on parlait du viseur, mais ce viseur-là se règle aussi. Et donc c'est ce qu'on va régler lui le plus régulièrement, puisque le geste peut évoluer. Quand on va réaugmenter la puissance, on peut avoir des variations de sortie de flèche et donc une nécessité de régler. Et puis le repose-flèche aussi, puisque c'est lui qui vient positionner la flèche et qui est déterminant un peu dans sa qui la guide dans sa sortie. Donc si je récapitule, on a l'allonge, la puissance, ça grosso modo on y touche une seule fois, c'est fini. La visette c'est pareil, on y touche une fois, c'est fini. Le repose-flèche, normalement c'est déjà très bien réglé sur l'arc Solognac par exemple en sortie d'usine. S'il y a besoin on peut y retoucher, mais c'est pareil, on n'y touche plus. Et il ne reste plus que le viseur à régler de temps en temps, suivant notre régularité de tir, si on tire peut-être plus à gauche, plus à droite, plus en haut, plus en bas. J'ai envie de te dire que c'est très proche d'une carabine finalement. Le contrôle de tir d'une carabine qu'on fait régulièrement, on le retrouve à l'arc et c'est ce qu'on va avoir une fois qu'on a bien l'outil en main et que les réglages sont bons. Ok. En parlant d'outils en main, tu nous fais une petite démonstration de tir? On y va. Allez, comme ça on va voir aussi peut-être les éléments essentiels du placement dans la tenue de l'arc pour obtenir des bons résultats en cible. Alors, un des premiers éléments évidemment, ça va être le décocheur. Le décocheur, il va nous servir à avoir une décoche homogène à chaque fois. C'est-à-dire que si on lâchait avec les doigts, on aurait un glissement de la corde sur les doigts qui serait un peu différent à chaque fois. Là aujourd'hui le décocheur il va me permettre avec la gâchette d'avoir quelque chose de très souple et de très homogène à chacun des tirs. Donc le décocheur je viens le mettre effectivement ici dans le déloupe, donc ça permet ici d'avoir cette accroche. Et puis là donc ma position, pour ne pas avant de tirer ma position, je ne vais pas forcer extrêmement fort avec mon bras, j'y arriverai pas, j'ai pas assez de puissance. Donc c'est vraiment à la fois une opposition du bras, donc je vais pousser sur mon bras qui tient l'arc et je vais ouvrir mes épaules pour avoir cet écartement qui me permet finalement, sans forcer musculairement, d'avoir l'armement de mon arc. Donc
Là, en position de tir, je vais mettre ma dragonne pour sécuriser. Ici, vous allez le remarquer normalement pendant le tir, ça va juste faire opposition, donc je ne vais pas venir serrer ma poignée. Florent vous parlera peut-être un peu du torque, mais je vais Ouais, venir. c'est vrai que tu as raison d'insister sur ce point. C'est extrêmement important. La position de la main sur l'arc, elle va déterminer énormément, elle va jouer beaucoup en tout cas pour le résultat de la flèche sur la cible. On doit effectivement avoir une main bien relâchée, bien ouverte, avec la poignée qui en appuie sur la partie musculaire du pouce et pas dans le creux de la main comme on tiendrait un objet de la vie courante. C'est vrai qu'au début, quand on commence la chasse à l'arc, quand on commence le tir à l'arc, cette position elle n'est pas naturelle. Pourtant, il faut vite l'adopter parce qu'elle est capitale. Et effectivement, il y a un terme qu'on va retrouver régulièrement dans l'archerie, c'est ce qu'on appelle le torque. En gros, c'est une torsion qu'on va mettre sur l'arc et qui, pour une même visée, va mettre la corde et la poignée dans des axes différents. Et la corde a même un risque de dérailler de la poulie. Donc c'est extrêmement important d'avoir une main relâchée, ouverte, qui va laisser vivre l'arc. On n'a pas besoin de le contraindre et qui va permettre d'avoir un parfait alignement de la corde, de la poulie et de la poignée et d'avoir un tir le plus précis possible. Absolument. Donc là, bien du coup, tu vers le bas, ouais. en sécurité. Ouais. Je viens prendre alors, ce qu'on appelle les points d'ancrage, Ouais. donc mon nez, Ouais. la commissure des lèvres. Ouais. Donc là, on voit bien effectivement le point de contact de la corde sur le visage, c'est ce qu'on appelle un point d'ancrage. Et on voit bien le nez, on voit bien la commissure des lèvres. Et je crois que tu en as un troisième. J'en ai un troisième au niveau du cou, c'est mon pouce en opposition qui vient simplement me rappeler que je suis à la même position que d'habitude. En fait, les points d'ancrage, c'est s'assurer qu'on a toujours la même position quand on tire. Très bien. Voilà. Alors attends d'un décocher, on voit bien la position de ta main sur le décocheur, d'accord. Et donc là, je suis totalement relâché, puisque la poulie fait le boulot. Hein. J'ai pas beaucoup de pression sur. Et oui, c'est tout l'avantage de l'arc à poulie, c'est qu'on a effectivement beaucoup de puissance. Mais en fait, au moment où on tient la visée, dans cette position-là, dans cette configuration-là, on n'a plus que 25% de la charge de l'arc, donc de la puissance de l'arc à tenir dans les mains. Donc autrement dit, il reste quasiment plus rien. Tu pourrais tenir combien de temps, là, Valentin, encore? Là, je pense que ça fait 1 minute et je peux doubler. Hein. Après, c'est du confort. Ouais, c'est de l'entraînement, ça. Hein. Mais c'est de la pratique régulière. C'est extrêmement, on verra tout à l'heure sur cible, c'est extrêmement intéressant à l'approche, puisque parfois il faut attendre que l'animal se déplace de quelques centimètres pour avoir une bonne fenêtre de tir. Ouais. Et c'est déterminant. Et on sait que les animaux sont parfois très longs à se déplacer, quand ils sentent éventuellement un danger ou une zone de danger. Bon, on va arrêter de discuter, on va te laisser lâcher ta flèche. Quelle sensation tu as quand tu lâches la flèche? En général, c'est une sensation assez souple. L'idée, c'est que ce soit naturel. Donc, effectivement, quand on tire à la carabine, on peut avoir une sensation assez brutale, de recul. Ouais. Là, c'est très doux. En général, on a plus d'informations de l'environnement par rapport à la flèche qu'on vient de tirer sur un animal. C'est plus l'environnement ou l'animal qui nous donne des informations que finalement la flèche et ce qu'on a tiré. C'est devenu tellement naturel qu'on se fie plus à l'environnement. Superbe, ça groupe. On a prévu une autre cible. Donc là, c'est une cible mousse. Je pense que c'est très bien pour démarrer l'entraînement, pour progresser également. On va trouver les bons repères, avoir le bon geste. C'est très intéressant pour débuter, et même pour un entraînement régulier. Par contre, pour un entraînement pour la chasse à l'arc, il va être important de tirer également sur soit une cible d'animal, donc une cible 2D, un papier, mais également sur une cible 3D, qui vont nous permettre de se projeter dans l'acte de chasse, puisque là, on ne va pas viser un centre jaune comme on peut trouver sur l'arc classique, un centre jaune avec ensuite le rebord rouge, bleu, noir, blanc. Mais là, on va avoir une masse volumique sur laquelle on va devoir prendre un point de repère qui est la zone vitale. Donc il est important de bien connaître les zones vitales de l'animal que l'on chasse. Elles ne sont pas les mêmes pour un chevreuil, pour un sanglier ou pour un cerf ou pour un renard. Elles ne sont pas au même endroit, elles n'ont pas la même taille. Donc il est important de bien savoir donc, le placement des zones vitales, la taille des zones vitales. Et là, on va le voir avec Valentin qui va s'entraîner maintenant sur une cible 3D et qui va nous expliquer la visée qu'il va le prendre sur un animal qui est totalement différente de l'utilisation sur une cible. Alors effectivement, c'est très important ce que tu fais. Un des fondamentaux dans l'entraînement,
c'est d'être capable de reproduire les conditions au plus proche du réel de ce qu'on va vivre dans la chasse. Et donc aujourd'hui, un des facteurs clés, c'est déjà de remettre l'équipement avec lequel on chasse. Donc le gant, la cagoule, la veste si on veut, éventuellement, ouais. Et de recréer les postures qu'on peut retrouver. Les postures, donc c'est très rarement debout finalement, on est très souvent rassé, donc soit accroupi, soit à genoux. Là, je viens de m'équiper donc avec les gants, la cagoule, je vais refaire le tir, et là je vais essayer d'aller chercher effectivement la zone vitale du chevreuil. En tout cas, pour ça, je vais donc armer, prendre mon temps. Donc là déjà on voit que tes repères sur le visage ils sont différents. On parlait de points d'ancrage tout à l'heure. Là malheureusement avec une cagoule et des gants, tu es beaucoup moins à l'aise, tu sens déjà beaucoup moins les choses. C'est atténué, c'est sûr. Très atténué. Donc il est important d'avoir ces repères qui deviennent vraiment un réflexe musculaire plus que quelque chose qui est réfléchi, de façon à pouvoir être à l'aise en situation de chasse. On parlait d'entraînement, moi ce que je vous conseille aussi dans l'entraînement, c'est de plutôt tirer 10 flèches par jour tous les jours, que de tirer 100 flèches tous les 15 jours. Le réflexe et les habitudes seront beaucoup plus marqués si vous avez de la régularité dans votre entraînement. Alors là, qu'est-ce que tu vises sur le chevreuil? Alors là, le chevreuil, pour être sûr de toujours atteindre la zone vitale qu'on recherche, je commence de la patte, je vais remonter le fil de la patte, donc, et puis je vais aller chercher le défaut de l'épaule. À l'arc, je vais aller chercher un peu plus bas que je le ferai à la carabine. Je vais aller chercher plutôt le tir bas au défaut de l'épaule. Pourquoi cette attention sur le tir bas? Pourquoi cette attention? Vous avez peut-être entendu parler déjà. Le chevreuil a une capacité de saut de corde, c'est-à-dire que entre le moment où je vais lâcher ma flèche qui génère du bruit et le moment de l'impact, le chevreuil perçoit le son, puisque la vitesse du son est supérieure à la vitesse de ma flèche, et donc de ce fait il a une capacité de réaction, certes très limitée. Il peut se baisser, donc s'il se baisse en visant plus bas, mais je serai quand même dans la bonne zone à atteindre. Je vais tirer. Oui, bah, c'est de l'entraînement, hein. C'est de l'entraînement et c'est du live, donc ça arrive, et c'est pour ça justement qu'il faut faire des entraînements réguliers sur Cible 3D. Bon, après tu es resté en visée quand même un bon petit moment, donc on va voir si tu nous montres un meilleur tir. Voilà, ça commence à être beaucoup mieux. Effectivement, on a bien le défaut de l'épaule sur la moitié basse, et là on est dans le poumon. Le cœur est peut-être encore un poil plus bas. On le touche là déjà, tu penses? Oui. D'accord. Donc ça c'est pas mal. Donc là, tu prends la patte, tu remontes vraiment la patte avant, tu décales, mais juste sortir rien, des gros os, qui pourraient stopper ta flèche ou la détourner de la zone vitale. Exactement. Et en fait, les gros os cachent les premiers organes vitaux. Donc dès qu'on sait qu'on est derrière, on est dans la meilleure partie, enfin dans la partie la plus vascularisée et donc la plus efficace. Ok. Eh ben, excellent. Merci beaucoup Valentin pour cette démonstration, pour nous avoir partagé quelques moments de ta passion, quelques moments d'émotion aussi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir la chasse à l'arc. Et si vous êtes déjà chasseur à l'arc, que vous vous êtes retrouvé dans ce que Valentin a pu nous partager, que vous avez fait un très bon début de saison qui a commencé là déjà au 1er juin. Et puis, on vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Peut-être qu'on a des questions à répondre. Non, on me fait signe que non, donc dans ce cas, eh bien, on a été ravis de partager ce moment avec vous, et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée.